Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales, mais en même temps on va parler un peu de la situation en Tunisie, mais on commence avec une nouvelle qui nous a rendu satisfaits aujourd'hui. Le bonheur, c'est que l'Égypte a remporté les deux premières médailles aux Jeux Olympiques. Il s'agit de Hedaya Malek, la joueuse égyptienne de taekwondo, qui a remporté la médaille de bronze dans la compétition féminine de 67 kg aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, après avoir battu la joueuse américaine Peggy McPherson 17-6. Elle avait battu Malia Pasika, joueuse de Tonga, par inégalité. Côté homme, l'Égyptien Seif Issa a remporté la médaille de bronze. Toujours, Issa a réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques après avoir atteint la finale du tournoi africain de qualification qui s'est déroulé à Rabat. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Monsieur Mohamed Oudb. Vous êtes analyste, mais surtout vous êtes expert en tourisme aussi. Exactement. Alors, un mot pour cette victoire aujourd'hui. On s'est réveillé avec 2 médailles de bronze, ce qui... Spécialement dans le taekwondo, toujours, ça nous rappelle toujours Mohamed Rachouane quand il a fait la même chose, mais pas dans le taekwondo, c'est dans le judo, oui. C'est superbe. Oui, on a beaucoup aimé ça. Voilà, on recommence. Oui. On espère dans les autres jeux quand même. Oui. Il y a d'autres jeux où les Égyptiens sont très distingués. Toujours l'Égyptien, ils préfèrent toujours le football et tout ça, mais il y a des nouvelles toujours après que l'Espagne, ils ont battu, ils ont réussi toujours. Donc comme ça, on a un tout petit peu d'espoir. Peut-être. Mais on va voir, qualifié pour le prochain parti. On pourra faire quelque chose quand même. Exactement. Handball, on est très connu dans le monde entier. Et notre équipe, elle est numéritée toujours dans les 10 premières équipes mondiales, même les 5, 7. Comme ça. De toute façon, non seulement les Égyptiens, mais tout le monde suit de près tous les jours, 24 heures sur 24, les compétitions des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Je vais passer à un autre sujet très important, peut-être qui a bouleversé toutes les agences de presse au monde. C'est ce qui se passe actuellement en Tunisie. Des heurts ont éclaté aujourd'hui devant le Parlement tunisien, barricadé par l'armée après la suspension des activités de la Chambre par le président Kais Saïd et du limogeage du Premier ministre Hichem Mechichi. De son côté, l'Union générale des travailleurs tunisiens a implicitement soutenu aujourd'hui la suspension du Parlement par le président tunisien Kais Saïd, estimant que ces décisions étaient conformes à la Constitution, tout en appelant à la poursuite du processus démocratique. Bien sûr, c'est pas votre spécialité, mais quand même la Tunisie. C'est toujours la Tunisie. Ça commence toujours chez eux. Mais cette fois-ci, ça a commencé en Égypte. Hein. Oui, non. L'autre fois, c'est eux qui ont commencé. Entre guillemets, toujours, on dit le printemps arabe et tout ça. Mais après, je trouve qu'ils n'ont pas réussi de tenir ou compléter leur révolution comme il faut. Toujours les frères musulmans, toujours les problèmes. Ils ont mis leurs doigts dans tous les trous. Ils n'ont pas réussi de passer cette période-là ou gagner leur révolution. Maintenant, on a quoi? Une autre, deuxième, d'accord, qui recommence. On peut dire que l'Égypte chez nous, presque la même chose. On a commencé toujours le 11. On a donné l'exemple quand même, de rejeter les frères musulmans pour qu'on puisse commencer. Et après, toujours ce qu'on a fait dans 3 juillet, toujours, on a recommencé encore une fois notre révolution pour corriger ce qu'on a fait comme faute. Leur correction, elle est devenue un tout petit peu tard, mais quand même, j'espère qu'il réussira, Inch'Allah, de tenir dans leurs mains leur pays comme il faut ou arranger leur pays comme il faut. Voilà, on peut dire que l'Égypte donne l'exemple cette fois-ci. C'est toujours. Ouais. La première fois, c'était toujours eux, mais maintenant, un peu tard pour eux, mais quand même, l'Égypte, voilà, vous donne un exemple réel. Voilà, révolté. Il faut rejeter ces groupes extrémistes, peut-être terroristes, parce qu'ils ont menacé quand même en Tunisie de faire des chaos, mais en même temps, c'est l'armée qui a menacé d'arrêter. Voilà. Bon. On passe à l'Égypte et avec le développement
continue en Égypte. Cette fois-ci, le président Abdel Fattah el-Sisi qui a dirigé de continuer à maintenir les taux de performance économique afin de stabiliser les conditions monétaires et économiques de l'État. Ceci a lieu lors de la réunion tenue hier avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le ministre des Finances Mohamed Maït sur la performance financière qui a été réalisée pour l'exercice 2020-2021. Salih Ahmed et Rachoucha nous donnent les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni dimanche avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le ministre des Finances Mohamed Maït, ceci en présence du vice-ministre des Finances pour les politiques financières et du vice-ministre des Finances pour le Trésor public. La réunion a porté sur la performance financière qui a été réalisée pour l'exercice 2020-2021. Le président a dirigé de continuer à maintenir les taux de performance économique afin de stabiliser les conditions monétaires et économiques de l'État tout en vérifiant et en modernisant régulièrement les mécanismes de gouvernance des données sur le produit intérieur, non seulement pour connaître les indicateurs de la performance financière, mais aussi pour surveiller précisément les aspects du processus de développement en Égypte, ce qui reflète les conditions économiques. Le ministre des Finances a présenté un nombre d'indices financiers importants liés à l'amélioration des taux de croissance économique où le gouvernement a réussi à augmenter les recettes de l'État de 119 milliards de livres égyptiennes avec un taux de croissance de 12,2%, en plus d'une croissance des dépenses à un taux de 9% avec un excédent primaire du budget d'environ 93,1 milliards de livres égyptiennes. M. Maït a également expliqué que l'Égypte a réussi à augmenter l'efficacité de la gestion de la dette publique. Le ratio dette PIB en Égypte s'est reculé de 108% en 2016-2017 jusqu'à 90,6% à la fin de l'exercice 2020-2021, en plus du succès du gouvernement en prolongeant la durée de la dette. Le ministre des Finances a également indiqué que le total des investissements publics au cours de l'exercice budgétaire en cours 2021-2022 a atteint d'environ 358,1 milliards de livres égyptiennes en raison de l'augmentation des investissements financés par le Trésor public à un taux d'environ 28% par rapport à l'exercice 2020-2021 qui a atteint à son tour le total des investissements publics mis en œuvre s'élevant à 289 milliards de livres égyptiennes avec un taux de croissance annuel de plus de 50,5%. La réunion a porté également sur l'examen des projets les plus importants pour développer le système douanier, y compris le projet de guichet unique et la coopération avec diverses agences et institutions internationales pour renforcer les capacités des douanes égyptiennes. Dans ce même contexte, le chef de l'État a exigé l'achèvement des procédures de restructuration et de modernisation de l'autorité douanière, y compris le développement des capacités humaines, en plus de l'utilisation des technologies modernes dans la gouvernance des ports douaniers, outre le développement de l'infrastructure technologique pour assurer la connexion entre les ports douaniers. Voilà, si on parle économie, on ne peut pas négliger le rôle du canal de Suez pour supporter ou bien soutenir l'économie égyptienne. Voilà le chef de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabia, qui a annoncé l'élaboration d'une stratégie visant à améliorer la classification globale du canal, notant que l'autorité cherche également à augmenter la part du marché du canal de Suez. Salih Ahmed et Rachoucha. Le chef de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabia, a annoncé l'élaboration d'une stratégie visant à améliorer la classification globale du canal, notant que l'autorité cherche également à augmenter la part de marché du canal de Suez, qui s'élève actuellement à environ 10% du trafic maritime international total, soit 24,5% du commerce de conteneurs et à l'échelle mondiale et 100% du commerce de conteneurs entre l'Asie et l'Europe.
Dans une interview publiée à la presse, M. Rabi a confirmé que l'autorité cherchait également à augmenter la part de marché à l'avenir et à augmenter le nombre de navires traversant le canal quotidiennement, atteignant 97 navires par jour. Il a expliqué que l'autorité avait élaboré un plan pour développer ses capacités, y compris le développement de la flotte navale, comme l'un des objectifs de la stratégie de l'autorité en 2023 pour améliorer la classification globale du canal. Notre objectif permanent est de maximiser les revenus du transit maritime en augmentant la part de marché du canal grâce à une communication et un marketing direct avec les compagnies maritimes internationales dans diverses parties du monde, a poursuivi le chef de l'autorité du canal de Suez, ajoutant que les services fournis aux compagnies maritimes avaient été automatisés, ce qui contribue à attirer plus de nouvelles compagnies maritimes, à restructurer les entreprises et à maximiser l'utilisation des actifs pour diversifier les sources de revenus. Monsieur Mohamed Aoub, l'importance du canal de Suez pour l'économie égyptienne. Le canal de Suez, c'est très connu dans le monde entier. C'est pas seulement un petit passage entre deux mers ou quelque chose comme ça, mais non, il transporte au moins 5% de commerce entre l'Asie et l'Europe. Et en direct, on peut dire qu'un des sources de revenus pour l'Égypte, bien sûr. Et cette année-là, même avec virus corona et les problèmes toujours mondiaux et le manque de tout sur le monde entier, maintenant, cette année-là, Canal de Suez, elle a pris on peut dire, un raccord, on peut dire, cette année-là, dans le revenu de Canal de Suez, ça veut dire augmentation très connue. Bien sûr, on peut le toucher facilement. Si je ne me trompe pas, c'est 5 milliards 820 millions de dollars par rapport à 5 milliards 792 millions de dollars par rapport à l'année dernière. Très bien. C'est juste un chiffre pour les téléspectateurs. Très bien. Donc, le doublage du canal de Suez. Vraiment, c'est quelque chose qui a aidé le commerce total. Normalement, pour les gens qui ne connaissent pas, quand le canal de Suez elle était sur seulement un seul passage comme ça, bien sûr. Les bateaux qui passent du nord vers le sud ou le sud vers le nord, il faut qu'il attend que le caravane termine tout entier. Ça veut dire une attente qui s'approche entre 11 à 12 heures. Donc si on dit, si par exemple il y a augmentation dans le transport, tout ça, dans le nombre de bateaux du nord ou le nombre de bateaux du sud, ça veut dire encore des attentes. Maintenant, avec le double passage, c'est facilité toujours de passer sur les deux directions facilement. Oui. Et sans maintenant, attente. Sans attente de tout. Et en plus, j'ai entendu qu'après toujours les problèmes qui passaient du bateau coincé ou échoué dans le canal de Suez, maintenant il y a des grands projets pour élargir encore l'entrée spécialement, ou la partie toujours ou l'endroit où ce bateau-là a été échoué. Et maintenant, ils cherchent encore de la profondeur. Augmenter un tout petit peu la profondeur, ça veut dire qu'on peut accueillir toujours d'autres bateaux avec des profondeurs très importantes, oui. Plus d'importance dans toujours le cargo, tout ça. Canal de Suez, normalement, toujours les gens ils pensent que c'est le passage, c'est le transport des matières et tout ça. Non. Il y a encore une partie ou une zone logistique maintenant, c'est toujours le côté est du canal. Ils cherchent toujours de faire pas une ville industrielle seulement, mais quand même de donner pour les bateaux, le passage des bateaux toujours, des facilités toujours de gasoil, réparation, des choses comme ça. On peut par exemple, s'il y a des bateaux par exemple qui cherchent de laisser toujours leur cargo et vider leur charge et retournent encore une fois, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? On a maintenant en train de faire des trains, d'accord, avec des grandes vitesses qui amènent leur charge directement de la mer Rouge vers le Méditerranée directement. Ça, c'est toujours le projet lancé il y a quelques mois. C'est le train qui fait la jointe entre la mer Rouge et le Méditerranée, entre les deux villes, El Galala et El Alamein El Jadid. Ce seront des tunnels qui sont creusés sous le canal de Suez. Les tunnels, c'est toujours, ils aident à déplacer les gens entre les deux bords, parce qu'ils ont déjà commencé de faire des nouveaux, on peut dire,
augmentation, non, on peut dire construction, voilà. Des annexes, des villes de Port Saïd, Suez, Ismaïlia et tout ça, des nouveaux logements pour les gens. Donc on a besoin toujours de déplacer ces gens-là entre les deux bords. Donc les tunnels, toujours, qui va être inauguré cette année, ils ont dit que c'est octobre, je ne suis pas sûr jusqu'à maintenant, mais peut-être l'année prochaine, mais janvier ou quelque chose comme ça. Quand vous venez de dire qu'il y aura des zones économiques quand même fournies ou bien établies pour les autres pays. Exactement. C'est toujours des petites usines, par exemple. Pour les autres pays, par exemple, j'ai entendu que les Russes, ils ont pris une zone industrielle pour eux. Les Chinois. Les Chinois, la même chose. Les Chinois, ils ont commencé déjà. Et c'est au lieu de, par exemple, de chercher les produits russes ou chinois de leur pays, non, il y a la zone industrielle chinoise, la zone industrielle russe, ici en Égypte, plus proche pour l'Europe, bien sûr, au lieu toujours de payer un déplacement ou bien sûr les charges de déplacement des produits de Chine vers l'Europe ou de la Russie, par exemple, vers le monde arabe et tout ça, mais voilà, c'est près de vous, en Égypte. Ça, c'est encore aide à développer la zone du canal de Suez tout entier, c'est pas seulement le passage entre la mer Rouge et le Méditerranée. Cette région va témoigner vraiment d'un développement. Voilà, c'est le futur, l'un des futurs de l'Égypte. L'un des futurs, voilà. L'Égypte, maintenant, c'est partout, il y a des projets. Bon. Ouais. Je passe à un autre sujet principal pour ce soir. Il s'agit du président Abdel Fattah el-Sisi qui a inspecté vendredi le développement des nouveaux axes et routes dans le cadre de l'initiative « Ensemble, nous construisons l'avenir » à Alexandrie, réalisée sous la supervision de l'autorité de génie des forces armées. Le chef de l'État a déclaré que les nouveaux axes de développement qui sont mis en œuvre étaient suffisants pendant au moins les 20 prochaines années. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté vendredi le développement de nouveaux axes et routes dans le cadre de l'initiative « Ensemble, nous construisons l'avenir » à Alexandrie, réalisée sous la supervision de l'autorité de génie des forces armées. Ont assisté également à ce projet le Premier ministre Mostafa Madbouli et le général Ahmed El-Azazi de l'autorité de génie des forces armées. Les travaux de développement des routes et axes atteignent une longueur totale de 140 km en plus des travaux d'ingénierie et des industries des ponts. Le président Al-Sisi a déclaré que les nouveaux axes du développement qui sont mis en œuvre étaient suffisants pendant au moins les 20 prochaines années. Personne n'aurait pu faire ce travail au cours des 100 dernières années, a dit le chef de l'État, soulignant l'importance de ces routes et ces axes dans la circulation à Alexandrie et ses environs. Dans ce contexte, le président a également dirigé de respecter le calendrier d'achèvement des travaux de construction et d'augmenter l'efficacité en tenant compte de l'application des meilleures normes de sûreté et de sécurité. Les travaux de développement comprennent des axes à l'est d'Alexandrie, dont la rocade de la nouvelle ville d'Abou Qir d'une longueur de 16 km pour servir les nouvelles extensions urbaines à Abou Qir et à l'est d'Alexandrie. Quant aux axes à l'ouest d'Alexandrie, il comprend l'axe des Ta'mir d'une largeur de 9 voies dans chaque direction, d'une longueur de 35 km, s'étendant sur 15 km vers l'ouest d'Alexandrie, ainsi que 4 axes d'une longueur de 14 km pour relier la haute côtière au nouvel axe des Ta'mir avec une largeur à 8 voies dans chaque direction. Il y a aussi l'axe de l'aéroport de Bourg al-Arab d'une longueur de 2 km et d'une largeur à 6 voies dans chaque direction afin de s'intégrer au réseau routier nouveau et développé, formant la rocade des gouvernorats d'Alexandrie et d'El Bahira d'une longueur totale de 90 km. Voilà, on parle de l'une des très grandes villes historiques au monde. C'est Alexandrie. Avant de parler de ces routes, avant de parler de ces projets très importants, bien sûr, qui vont faciliter le déplacement dans cette ville, hors et à l'extérieur ou à l'intérieur, parlez-moi, en tant qu'expert en tourisme et en antiquité, parlez-moi de cette magnifique ville historique. Alexandrie. Oui. C'est rêve pour le monde entier.
pour moi spécialement, de rester en Alexandrie, pour le monde, pour l'Égyptien, les Caïrotes toujours, de passer une période en Alexandrie, un centre balnéaire très connu. Bien sûr, si on parle historiquement, on parle sur Alexandre le Grand qui a donné son nom sur, je pense, 27 villes avec le nom d'Alexandrie ou quelque chose comme ça. Notre Alexandrie, bien sûr, elle a été développée plusieurs fois de l'époque d'Alexandrie, mais il y a longtemps qu'on n'a pas mis aucun brique, par exemple, aucune brique en Alexandrie. Le monde entier regarde, voilà, l'Égypte, elle développe le Caire, et maintenant c'est le temps pour développer ou bien mise en scène la deuxième grande ville ici en Égypte, ou très connue en Égypte, c'est Alexandrie. Bien sûr, en superficie, il y a d'autres villes qui sont plus grandes, mais Alexandrie, fameux, on peut dire. Alexandrie, c'est pas toujours un côte sur le Méditerranée seulement, quelques kilomètres et tout ça, non. Population, oui, je sais, c'est la deuxième plus grande ville en population ici en Égypte, oui. Mais bien sûr, ils ont besoin de verser un peu d'argent, de préparer toujours des projets, des grands projets, comme le président Sisi l'a dit, pour les 20 prochains ans. Bien sûr, c'est pas facile. Il commence toujours par... Les gens, ils pensent que ça, c'est le plus simple. C'est faire des ponts et des routes et tout ça. Non, les infrastructures, c'est le plus important. Voilà. C'est pas ça, c'est pas le plus simple, c'est le plus difficile. Parce qu'après, on a besoin de toutes ces routes-là pour la construction, pour faire des autres zones, pour ajouter toujours ou déplacer ou vider un tout petit peu Alexandrie vers les banlieues, on peut dire. Et cette fois-ci, au lieu de toujours de se diriger vers le côté ouest d'Alexandrie, non, il a commencé par le côté est. La route entre Alexandrie et Rosette, c'est vraiment zone ouverte pour le développement. Ils ont déjà commencé. Ça, il va aider bien sûr de mettre toujours les déplacements des gens entre les deux villes. Quelle est l'importance de cette région de Rosette, historiquement, mais en même temps aujourd'hui? Rosette comme ville, oui. C'est la deuxième ville en Égypte qui contient des monuments historiques islamiques. Les gens toujours, ils parlent sur le Caire, et il y a un sous-titre pour le Caire, c'est la ville de 1000 minarets. Deuxième ville en monument historique islamique, construit à l'époque islamique, c'est Rosette. Donc vraiment... Ah, je ne savais pas ça. Ah oui. Vraiment, on a besoin d'ajouter cette ville-là, c'est un tout petit annonce de moi, pour les agences de voyage, pour le monde entier, il faut ajouter Rosette dans les programmes à visiter devant les touristes. Vraiment, il y a beaucoup de monuments. Pour développer ou pour mise en scène toujours cette ville-là, on a besoin, numéro 1, les routes. Bien sûr. Voilà. Pour aller l'importance de Rosette aussi, c'est la découverte de la pierre de Rosette, voilà. Bien sûr. La plaque de Rosette, c'est toujours très connue sur le monde entier. Les Français, quand ils sont ici en Égypte, ils ont trouvé par hasard comme ça la plaque de Rosette, ils ont envoyé vers la France. Et en route, les Anglais, ils ont volé cette pièce-là. Et maintenant, c'est toujours au British Museum, bien sûr, en Angleterre. Et quand on demande toujours de nous rendre ces pièces-là, bien sûr, c'est trop difficile pour les Anglais de nous remettre toujours cette pièce-là. Mais gentiment, ils ont nous donné une petite copie. C'est toujours exposé à l'intérieur de l'ancien musée à la place Tahrir. Alors, ce sont des routes qui vont relier la ville de Rosette, Alexandrie, Exactement. avec la côte nord. Exactement. Voilà, si on passe vers la côte nord jusqu'à El Alamein, il y a aujourd'hui l'établissement. Kilomètres. Voilà, même plus. Exactement jusqu'à 107, 108 kilomètres. D'accord. Et après, c'est Marsa Matruh. Oui, tout ça. Il y a eu un réseau de routes, un réseau de ponts qui arrive jusqu'à cette zone. Voilà. Comment ça peut aider vraiment le tourisme, soit intérieur, soit extérieur? Normalement, cette zone-là tout entier, il y avait toujours l'ancienne route. Des petites routes comme ça. Et bien sûr, pendant la saison de tempête, de sable et tout ça, et s'il y a des pluies, tout ça, c'est pas
bien mis, ou bien sûr, c'est pas bien préparé. Et après encore un tout petit peu de temps, à l'époque de Moubarak, ils ont fait toujours route internationale qui relie, ils ont dit, c'est la route qui relie le Méditerranée international, oui, qui relie le Méditerranée, tous les pays de Méditerranée alignés jusqu'à, bien sûr, était maintenant rien du tout. Donc c'est le temps, c'est le bon moment maintenant, après toujours la construction de cette nouvelle ville-là, El Alamein, Nouvelle El Alamein. Donc on a besoin toujours d'améliorer un tout petit peu les routes ici en Égypte. Donc ils ont commencé toujours par cette route-là, ils ont commencé toujours par le côté est, et ça reprend toujours, encore une fois, jusqu'à les frontières entre l'Égypte et la Libye. Bien sûr, ça va être en parallèle avec le train toujours qui va relier. Donc on a besoin toujours de les routes avec le chemin de fer qui ça va être en parallèle, bien sûr, et ça va aider toujours, si on parle sur notre domaine, le tourisme toujours, donc pour déplacer les touristes toujours d'Alexandrie vers la ville de Rosette, se trouvent des routes comme il faut, c'est à peu près entre 70 et 75 km à peu près entre Rosette et Alexandrie, donc ils ont besoin des routes confort. Et après, par exemple, si on veut faire, par exemple, encore des visites toujours pour, n'oubliez pas toujours, dans le code de Alamein, il y a toujours musée militaire, il y a les cimetières de la Deuxième Guerre mondiale, italiens, allemands et de l'Angleterre. Et après, si on reprend encore une fois la route vers Marsa Matrouh, on a besoin toujours de passer un tout petit peu de temps à Marsa Matrouh, en dirigeant vers Siwa, un tout petit peu plus de sud. J'espère, ça va reprendre toujours, faire un tout petit annexe comme ça jusqu'à Siwa. On a 300 km à peu près entre Marsa Matrouh à Siwa. Et l'oasis de Siwa, c'est très connu dans le monde entier comme un endroit. Il était choisi toujours par Alexandre le Grand pour rester là-bas. Et il y a toujours des temples, il y a vraiment beaucoup de monuments à visiter. Il y a le temple très connu sur le monde entier, c'est le temple d'Oracle d'Alexandre le Grand, de dieu Amon. C'est vraiment des endroits où il faut spotter, il faut déclarer tous ces endroits-là pour le monde entier, pour augmenter les nuits touristiques ici en Égypte. Et toujours, pour faire ça, on a besoin le moyen de transport, les routes, le réseau routier, incroyable. Voilà, exactement. Vous avez mentionné le chemin de fer. Alors là, ça me rappelle que on vient de commencer un grand projet d'un train à grande vitesse qui passe du canal de Suez, voilà, de Ain es-Sokhna, jusqu'à El Alamein toujours. Exactement. Alors comment cette voie ferriée va aider le tourisme, ou bien va aider le transport, ou bien le déplacement entre les deux régions. Les gens toujours pensent que cette route-là, ou cette chemin de fer-là, il va aider toujours le déplacement des commerces entre les deux ports. Oui. Bien sûr, c'est oui, mais en plus, c'est pas toujours sur le même chemin de fer. Il faut mettre toujours des trains de transport des marchandises. Non, on peut mettre toujours des trains pour les touristes. Et j'ai entendu que le projet il va commencer du deux ports, l'Ain es-Sokhna jusqu'à la Méditerranée à Alamein, oui, mais ça va être allongé de Hurghada jusqu'à Marsa Matrouh. Donc ça veut dire sur la mer Rouge. Voilà, exactement. Ça veut dire qu'il va faire un joint entre Hurghada et le Méditerranée. Donc il va passer encore plus un tout petit peu au sud vers Hurghada. Bien sûr, première partie, ça va être toujours se faire le joint entre les deux mers, mer Rouge et Méditerranée, entre l'Ain es-Sokhna et l'Alamein, mais ça va être après une moyen de transport devant le touriste à Hurghada de passer toujours, au lieu de passer toujours sur la route 5-6 heures jusqu'au Caire, ou bien sûr 5-6 heures et 2 heures encore ou 3 heures jusqu'à la Méditerranée, ça va être avec ce train-là, bien sûr 3 heures et demie jusqu'à la Méditerranée direct. Très confortable, sans passer par les grandes villes, pour éviter tout embouteillage et tout. Exactement. C'est-à-dire, c'est prévu en tant qu'homme oui, de tourisme, c'est prévu. Exactement.
Alors, il y a des entre agences... même entre Hurghada et Le Caire. Maintenant, par exemple, il y a beaucoup de touristes qui viennent du Caire chaque jour en bus, 5 heures d'aller, 5 heures retour, pour visiter les pyramides avec le musée égyptien. Imaginez si on peut faire ça avec le train, 1h30, vous êtes au Caire, de Hurghada. C'est nickel. Pour les touristes, comme ça, on va augmenter toujours le nombre de visiteurs pour le musée. N'oubliez pas, dans l'année prochaine, on peut faire les pyramides et retourner à Hurghada pyramide, musée, en une journée. Et on retourne à Hurghada encore une fois, 1 heure aller ou 1h30 aller, 1h30 retour. C'est super, devant les touristes. Expliquez-nous exactement, parce que ça existait des chemins, des routes à la côte nord, à Alexandrie, jusqu'à Rosette. Mais quelle est l'importance de ces axes routiers qu'on vient d'inaugurer vendredi dernier? Bien sûr, le confort de ces routes-là, la largeur et toujours la façon de maintenir les choses et tout ça, c'est vraiment différent. Les anciennes routes, par exemple, n'encourageaient pas les gens de se déplacer, n'encourageaient pas les gens de déplacer leurs marchandises, par exemple, d'un point à l'autre, tout ça. La vitesse, toujours. Quand tu perds le temps, toujours avec ton véhicule et tout ça, tu perds beaucoup de gasoil, beaucoup de bruit, voilà. Quand tu trouves quelque chose, confort, des routes bien maintenues, ça veut dire moins de gasoil, moins de temps, et encourager les gens de se déplacer et déplacer leurs marchandises entre ces routes-là. Et quand on fait ça, quand on facilite le déplacement des gens d'un point à l'autre, comme ça, on aide de déplacer, on peut faciliter les choses devant les gens, comme ça, c'est vraiment ce qu'on a besoin toujours de vider un tout petit peu les grandes villes avec leur population très immense, très grande, très énorme, population trop serrée, on peut dire. Donc, comme ça, encourager les gens de se déplacer un tout petit peu vers l'est, un tout petit peu. Parce qu'il y a la route, au lieu, par exemple, de rester au centre-ville ou chercher des appartements ou des logements. Non, on peut travailler, par exemple, d'un tout petit peu loin, parce qu'il y a les routes toujours qui vont nous faire la jointe facilement, sans problème. Normalement, il y a un grand projet de la bonification de plus de 1,5 million de faidans, c'est-à-dire pratiquement, ou bien à peu près 3 millions d'hectares de terrains du désert, bonification pour être des terrains agricoles. Comment ces routes vont servir le déplacement entre les terres agricoles bonifiées et les ports? Bien sûr, quand on fait la jointe toujours, quand on fait ces routes-là, bien sûr, quand on part sur 1,5 million de faidans, tout ça, c'est dans le côté toujours du désert ouest. Oui. Donc, on a besoin toujours de faire chaîne des routes qui amènent tous ces produits-là directement vers le port, vers la Méditerranée ou vers la mer Rouge. Bien sûr, j'espère toujours, s'il manque toujours, ou bien sûr les produits viennent de plus en plus, par exemple, des produits qui, on peut dire quoi, augmentent, le produit toujours augmente, comme ça on peut vendre tout ça facilement pour les Égyptiens eux-mêmes, c'est pas toujours pour l'expertiser vers l'étranger, tout ça. Donc on a besoin toujours de routes pour le déplacer, tous ces gens. Bien sûr, quand on parle sur des fruits ou des fleurs, ou quand on parle sur des légumes, on a besoin toujours de vite déplacer toutes ces choses-là vers les endroits pour les vendre, tout ça. Donc ces routes-là, et quand on fait, on peut dire serrer ou enchaîner l'Égypte, toutes les villes de l'Égypte tout entier avec des bonnes routes, avec des routes, on peut dire, sur le code mondial des routes, comme ça on facilite les choses devant le monde. Comment ces projets vont fournir des offres d'emploi pour les jeunes? Bien sûr, quand on fait des autres zones, quand on augmente, quand on déplace les gens vers des autres endroits un tout petit peu loin, comme ça, voilà, il y a encore des sources de travaux, il y a beaucoup de sorties de travaux, des projets. Quand on fait, par exemple, cette route-là, par exemple, vers le désert, il y a une partie, par exemple, industrielle, il y a une partie, par exemple, on peut faire, par exemple, des commerces ici, commerces là, des marchés. Quand on fait des placements des gens d'un endroit à l'autre, faciliter les choses devant tout. Bien sûr, il augmente le nombre, même les gens qui travaillent pour faire ces routes-là. On a besoin toujours des gens qui travaillent pour préparer ces routes-là. Donc c'est encore des argents à dépenser, beaucoup des gens qui gagnent. Quand on dépense, l'État dépense,
il y a des gens qui gagnent leur vie. Il y a un grand projet national qui concerne tout ce qui est économie verte ou bien énergie verte. Ouais. Alors, comment vous pouvez expliquer quand même tout ce plan, c'est-à-dire entre axe routier avec industrie, comme vous venez de dire, mais énergie verte aussi? Énergie verte maintenant, avant, on peut dire, avant de parler sur maintenant, avant, il y avait des grandes annonces pour les villes comme Hurghada, Sharm el-Sheikh, de les transformer en vert. De les transformer toujours, les hôtels, d'accord, spécialement les hôtels, d'utiliser toujours l'énergie verte. Énergie solaire, d'accord, pour chauffer, pour climatisation des hôtels et tout ça. S'il y a par exemple un système de l'eau, par exemple, l'eau et le vent, l'électricité toujours, avoir de l'électricité toujours, du son du vent, tout ça. Donc ils ont déjà commencé tout ça à Hurghada et Sharm el-Sheikh. Maintenant, pourquoi on n'utilise pas le même système pour les villes? C'est pas toujours les hôtels, c'est pas toujours... Non. Maintenant, j'ai entendu qu'ils ont commencé de faire d'abord les véhicules. Il y a toujours des bus, Exactement. il y a des voitures. Donc, dans des routes, dans des zones, on a besoin de garder le minimum possible de gaz carbonique ou dégagement ou les produits toxiques et tout ça. Et des usines. Pourquoi on n'utilise pas, par exemple, l'énergie toujours verte pour faire travailler des usines qui ne font pas, qui n'ont pas besoin de grands, qui ne consomment pas beaucoup d'électricité. Donc, on peut utiliser l'énergie verte facilement. Et les villes, maintenant, par exemple, on a Al-Galala, on a l'Alamine Guedida, deux villes. Il s'approche de 75% de villes vertes. Il n'y a pas de problème toxique, il n'y a pas des zones industrielles, je ne sais pas quoi, à côté, il n'y a pas des cheminées qui se poussent d'entre... Non. Maintenant, donc, ils ont gardé le minimum possible de pollution sur les codes mondiaux, toujours, qu'on trouve la pollution, toujours. Avant, le Caire, par exemple, était très connu sur les grandes villes du monde entier, comme les plus polluées. Villes polluées C'est toujours. Voilà. Maintenant, je trouve que tout ça, ça a été diminué quand ils ont déplacé les zones industrielles toxiques qui lancent leur gaz et leurs produits toxiques toujours dans l'air. Ils ont déplacé, par exemple, la zone très connue qui s'appelle, dans le parti qui s'appelle Gayara, les gens qui font les cuirs et tout ça. Donc maintenant, hors des villes. Hors des villes, oui. Voilà. Ça, et il y a maintenant, par exemple, puisqu'on est maintenant aux télévisions, par exemple, juste derrière la télévision égyptienne, il y avait une grande, énorme, des petites usines qui font les alliages métalliques et des choses comme ça. C'est pas des usines, mais c'est des ateliers voilà, qui font les alliages. Donc imaginez, par exemple, quand on fait fondre... tous ces métaux-là, cuivre, plomb, n'importe quoi, tout ça c'est fondu. Ça va être des cheminées, centaines de cheminées derrière la télévision maintenant. Qu'est-ce qu'on a souffert? Maspiro, voilà, on a beaucoup soufflé. Voilà, maintenant, bien sûr, tout ça c'est complètement disparu. Donc comme ça, on a réussi de diminuer complètement la pollution ici en Égypte. Oui, complètement, on ne peut pas dire, mais bon, on a pris de grands pas en plus. Voilà. Il y a à ce moment une très grande station, peut-être l'une des plus grandes stations de la production de l'énergie solaire à Bemben, à Aswan. Vous connaissez bien sûr Aswan. Alors, vous êtes expert en Aswan, je veux dire. Aswan, dans les monuments toujours touristiques, oui. Quand ça va fonctionner totalement, à 100%, comment ça va aider? C'est quelque chose vraiment superbe. Honnêtement, je trouve ça, et il a spoté les gens maintenant, ils demandent toujours, c'est où Bemben, c'est où cette ville-là, oui, c'est vrai. Où? Voilà, pourquoi spécialement cette partie-là? Cette partie, c'est zone ouverte, désertique. Maintenant, avec les mains d'Égyptiens, ils ont réussi de faire une des plus grandes stations toujours d'énergie solaire à cette ville-là. Actuellement, il y a à Komombo aussi, il y a une autre station. Voilà, mais c'est toujours la quantité d'électricité qu'on va avoir, c'est complètement différent. Celle de Bemben, c'est vraiment immense, énorme. Si on veut évaluer durant les 7 dernières années l'état des axes routiers ou bien des réseaux routiers en Égypte par rapport à avant. C'est augmenté d'une façon remarquable, vraiment.
Je ne connais pas les chiffres exactement, combien de kilomètres ou quelque chose comme ça, mais ça se voit, bien sûr, devant tout le monde. Regardez, par exemple, il y avait toujours un route, par exemple, qui encercle, par exemple, qui encercle, par exemple, l'Égypte. Maintenant, on a 2 routes. Maintenant, il y avait toujours des annexes maintenant qui relient entre les 2 routes préfériques qui entourent le Caire. Il y a toujours les routes désertiques vers Suez pour Saïd, Ismailia. Tout le code du canal de Suez est complètement renouvelé. Ils ont mis toujours des routes spéciales pour des routes spécialement pour les camionnettes et tout ça. Avant, elle était bordel. Tout ça. Vraiment. Il y a toujours les routes qui amènent routes jusqu'au Dab'a, par exemple, jusqu'à l'Alamine. Et en même temps, côté Sinaï. Le côté Sinaï tout entier, vers Sharm el-Sheikh maintenant. C'est miraculeux. 3h30, tu es à Sharm el-Sheikh. Avant, elle était 6h et 7h de route. Donc, non, vraiment, on le voit vraiment n'importe où. Même dans les zones des villes. Regardez maintenant, Medinat Nasr par exemple, Nasr Guedida, toutes ces routes-là, elles étaient complètement renouvelées, les ponts n'importe où. Moi j'habite à Léopolis, il y a 2 ans, c'était l'enfer de me déplacer pour 1 kilomètre. Aujourd'hui, c'est en 2 secondes. Oui, exactement. Monsieur Mohamed Ould, je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications, ces analyses. Chers téléspectateurs, on se donne un rendez-vous demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct. Au revoir.